Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au webinaire L'expert répond de Parkinson Québec qui porte sur les troubles cognitifs au sein de la maladie de Parkinson. Je suis Oriane Ajman, directrice du développement des services chez Parkinson Québec et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire sur ce sujet qui nous a été fortement demandé. Alors, pour ce faire, on a la chance de recevoir Dr Geneviève Ricard, neurologue au CIS des Laurentides, et elle a travaillé également à la clinique Mémoire de Saint-Jérôme. Bonjour Geneviève, comment allez-vous? Bonjour, très bien, merci. Alors, avant de débuter, je vais faire quelques rappels importants. Le webinaire est enregistré et va être diffusé prochainement sur notre chaîne YouTube. Aussi, vous pouvez poser vos questions à tout moment dans la section Q&R en bas de votre écran. Et puis, on va pouvoir y répondre par la suite. Dans un premier temps, le webinaire va commencer par une courte présentation qui va servir à poser les bases du sujet. Puis après, on passera aux périodes de questions-réponses. On va également poser les questions qui ont été écrites lors de l'inscription. Alors, sans plus attendre, je cède la parole à Dr Ricard. Merci beaucoup. Alors, ça me fait plaisir de venir vous parler aujourd'hui là, de la maladie de Parkinson et les troubles cognitifs là, associés. Donc, comme mentionné, je vais faire une courte présentation pour des fois une image et des diapositives là, permettent de bien comprendre. Puis après ça, on peut y aller avec les questions. Je vais parler environ une vingtaine de minutes. Donc, tout d'abord, j'aimerais mentionner. Je vais juste partir le webinaire, voilà. J'aimerais mentionner que je n'ai aucun conflit d'intérêt, donc aucune rémunération d'une compagnie pharmaceutique ou autre. Alors, tout d'abord, les troubles neurocognitifs, euh, c'était anciennement appelé démence, donc ce mot-là n'est plus utilisé parce qu'il y avait une connotation là, très péjorative. On utilise maintenant là, le terme trouble neurocognitif. Euh, C'est, en fait, il faut bien distinguer de qu'est-ce qu'un vieillissement normal. Un vieillissement normal, vous le voyez sur la courbe, plus on avance en âge, plus on en perd, mais ça demeure quand même très léger. Puis, c'est à différencier de troubles neurocognitifs. Là où on peut faire la différence avec un vieillissement normal, c'est vraiment par rapport à des tests cognitifs qu'on va aller passer, soit des tests de dépistage fait avec un médecin ou avec un neuropsychologue. Donc, un trouble neurocognitif léger, c'est le patient qui va venir nous voir, nous parler, dire j'ai des pertes de mémoire, ça m'agace, j'ai une petite atteinte de la mémoire récente, moins d'attention, c'est plus difficile pour moi, mais il n'y aura pas d'atteinte de l'autonomie du patient. Donc, le patient va être capable de continuer à travailler s'il travaille encore, il va être autonome dans toute sa gestion à la maison, les finances, etc. Là où ça devient un trouble neurocognitif majeur, la définition, les problèmes cognitifs vont avoir un impact sur l'autonomie du patient. Initialement, ça peut être plus subtil, ça peut être dans les activités de la vie domestique, on appelle ça le AVD. Donc, ça peut être l'organisation de l'entretien de la maison, la gestion des finances, payer les comptes, la préparation des repas avec des recettes, des choses comme ça. Puis, plus les troubles cognitifs avancent, plus l'autonomie va se perdre dans ce qu'on appelle les AVQ, donc les activités de la vie quotidienne. Puis ça, c'est se nourrir, l'hygiène et également l'habillement, là, choisir les bons vêtements appropriés à la température. Donc, c'est vraiment la définition qu'il faut retenir. Si on résume, trouble neurocognitif léger, il n'y a aucun impact fonctionnel et trouble neurocognitif majeur, il y a un impact dans l'autonomie du patient. Alors, Parkinson et troubles cognitifs, il y a différentes maladies apparentées qui peuvent mimer, si on veut, le Parkinson et les troubles cognitifs. On utilise à ce moment-là le terme parkinsonisme. Ça veut dire que oui, avec la rigidité, les tremblements, la lenteur de marcher, qu'on appelle le parkinsonisme, il va y avoir des troubles de mémoire, des troubles cognitifs. Donc, je les ai mis en différentes colonnes selon le type d'atteinte
dans le cerveau qu'on va retrouver, là, les mauvaises protéines qui vont s'accumuler. Donc, dans la colonne des synucléopathies, on retrouve le trouble neurocognitif majeur de type maladie de corps de Lewy. Donc, c'est lui qui est le plus susceptible de mimer la maladie de Parkinson. Mais en tant que médecin, on a souvent là, des petites choses qui nous allument, dire, ah, c'est quand même différent. Souvent, je vais revenir dans la diapositive là, suivante, mais en gros, c'est quand, dans la première année, qu'on fait un diagnostic de parkinsonisme et de troubles, s'il y a des troubles cognitifs, dans la première année, on va aller plus vers une maladie à corps de Lewy. Si les troubles cognitifs apparaissent plus tard, mais on va penser plus à une maladie de Parkinson qui a des troubles cognitifs. Donc, c'est deux entités différentes. On a également l'atrophie multisystème là, qui peut donner des troubles cognitifs, mais un peu moins que les autres colonnes que je vais vous parler. Dans la colonne d'étopathie, j'en parle parce que souvent, les médecins vont dire, ah, là, vous avez une maladie de Parkinson plus. Donc, il y a plus que juste la maladie de Parkinson. On appelle ça, dans l'étopathie, là, la paralysie supranucléaire progressive, qu'on résume avec les trois lettres là, PSP, puis la dégénérescence cortico-basale. Puis finalement, il y a également une atteinte vasculaire dans le cerveau qui peut mimer du Parkinson puis des troubles cognitifs. Donc, si on a des AVC, petits ou gros, qui sont mal localisés, situés dans certaines zones du cerveau, ça peut donner de la difficulté à la marche, de la raideur, puis des troubles cognitifs. Donc, quand vous voyez un médecin, c'est tout ça qui se passe dans sa tête, il faut que je vérifie pour toutes ces choses. Euh, donc, dans les maladies apparentées que je viens de vous présenter, ce qui nous permet souvent de distinguer, nous, en tant que médecins, c'est que l'évolution est vraiment différente. Dans les autres maladies que je vous ai présentées, les troubles cognitifs sont très, très tôt dans la maladie. Versus avec la maladie de Parkinson, c'est beaucoup plus tard. Puis souvent, précocement, avec les autres maladies que je vous ai montrées, il va y avoir des hallucinations visuelles. Il peut y avoir des pertes d'équilibre, des troubles à la marche, des chutes. Ça aussi, on peut tout l'avoir avec la maladie de Parkinson, mais normalement, c'est beaucoup plus tardif. Dans les autres maladies, ça va apparaître assez précocement dans les 1, 2 premières années. On peut également avoir des chutes de pression artérielle quand on est debout. On appelle ça de l'hypotension orthostatique. Puis là encore, on peut l'avoir précocement. Des problèmes pour avaler, donc des difficultés de déglutition, puis des troubles d'élocution. Donc, quand on est médecin, qu'on voit ça très, très tôt dans la maladie, ça nous dit, c'est peut-être pas une vraie maladie de Parkinson qui a des troubles cognitifs, c'est autre chose. Alors, par rapport à la maladie de Parkinson et aux troubles cognitifs, ce qu'il faut savoir, quand je dis ça arrivait plus tard, c'est qu'en moyenne, ça arrive après 10 ans d'évolution de la maladie. Donc, c'est pas la première, la deuxième année, c'est beaucoup plus tard, en moyenne 10 ans. C'est quoi les facteurs de risque? C'est l'âge avancé, les gens qui vont avoir une atteinte motrice plus sévère, donc beaucoup de chutes, de rigidité. Puis aussi, si dès le début, le patient a des petites pertes de mémoire légères, ben, il y a plus de chances qu'éventuellement, il y ait un trouble cognitif majeur dans l'évolution de la maladie. Puis pourquoi l'âge avancé? Ben, c'est qu'en fait, dans la population générale, l'âge avancé, c'est un facteur de risque pour tout trouble cognitif. Dites-vous qu'il y a dans la population de 80 ans et plus, c'est une personne sur trois qui a des troubles cognitifs. Donc, c'est sûr que si on a 80 ans, qu'on a une maladie de Parkinson, ben, les, les chances d'avoir des troubles cognitifs sont beaucoup plus élevées. On dit que c'est environ 4 à 6 fois plus que la population générale. Puis, on parle de prévalence cumulative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on fait un diagnostic de maladie de Parkinson. À 3 à 5 ans après le début de la maladie de Parkinson, il y a environ un patient sur quatre, donc 26 à 28 des gens qui vont avoir un trouble neurocognitif majeur. À 15 ans, c'est 48 donc c'est une personne sur deux qui va avoir un trouble neurocognitif majeur. Donc, vous vous rappelez la définition de trouble neurocognitif majeur, c'est quand le trouble cognitif a un impact sur l'autonomie du patient. Donc, à 15 ans, il y a quand même, en plus des troubles neurocognitifs majeurs, il y a quand même un patient sur trois qui a des troubles neurocognitifs légers. Donc, il va se plaindre qu'il y a des oublis, la mémoire est moins bonne, c'est plus difficile, mais il va demeurer autonome.
Puis, il y a 15% des gens qui vont avoir aucune atteinte cognitive à 15 ans. Donc, c'est sûr que plus on fait un diagnostic de maladie de Parkinson tôt, donc plus on est jeune, plus ça va être long avant qu'on ait des atteintes cognitives. Plus on est âgé, non, notre cerveau est sur la pente descendante, donc ça fait partie des facteurs de risque. Donc, plus le trouble cognitif peut arriver un peu plus tôt. Alors, vous voyez votre médecin, vous lui dites, bon, je vais des problèmes de mémoire. Donc, le premier travail de votre médecin, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas de cause réversible. Quand on parle des causes réversibles, ça veut dire que si on traite, mais les troubles cognitifs vont partir ou grandement s'améliorer. On parle entre autres de la dépression. Donc, une personne qui est en dépression majeure, ça peut mimer des troubles cognitifs. Donc, ça, c'est à explorer. Moi, ce que je vois le plus souvent, c'est des effets secondaires des médicaments. Quand on parle des effets secondaires, les plus fréquents dans les médicaments, là, c'est les somnifères, donc tout ce qui est les benzodiazépines pour faire dodo, ça peut avoir des impacts sur la cognition. Les médicaments antidouleurs, puis aussi les médicaments aussi banals qui peuvent être des antinauséeux. Le Gravol, puis d'autres catégories là, peuvent avoir un impact sur la cognition. Donc, c'est important de faire le tour de la liste de médicaments quand vous dites à votre médecin, j'ai des problèmes de mémoire. Puis, il y a aussi d'autres problèmes de santé qui peuvent donner des troubles de mémoire. Un diabète mal contrôlé, des problèmes de thyroïde, des infections, comme une infection urinaire. Ça, plus souvent, ça va être transitoire. Puis, on peut aussi avoir un manque de vitamine B12. Donc, le travail de votre médecin, en plus de vérifier la liste de médicaments, ça va être de faire des prises de sang pour s'assurer qu'il n'y ait pas une cause réversible. Dans les autres bilans qu'il faut faire, c'est également faire un scan de la tête, une imagerie du cerveau. Donc, ça peut être un scan. Puis ça nous permet d'éliminer d'autres causes qui pourraient toucher le cerveau, dont entre autres des petits AVC là, qui auraient passé inaperçus. Et finalement, on fait des tests de dépistage cognitif. Donc, on fait le Folstein, le MMSE ou le MoCA. Le plus fréquent que la population, que les médecins utilisent, là, c'est le Folstein, le MMSE. C'est un examen qui est un peu moins sensible que le prochain que je vais vous montrer. Ce test-là, pour le réussir, pour dire que c'est normal, c'est 26 et plus. Celui qu'on utilise, nous, médecins, chez les gens qui ont le Parkinson, c'est le MoCA. Pourquoi? Parce qu'il est plus sensible. Il permet de détecter un peu plus les problèmes de l'attention, la concentration, les problèmes d'organisation qu'on peut avoir, versus l'autre test, il va tester un peu plus la mémoire. Lui aussi, la normalité, c'est 26 et plus, mais c'est interprété selon le niveau de scolarité du patient. Il y a des chartes pour ça. Donc, quelqu'un qui a une faible scolarité, qui n'est pas allé longtemps à l'école, mais ça se peut que sa normale, ça soit moins de 26. Puis, après ça, ce que le médecin fait, il peut aussi faire un suivi longitudinal. Donc, dans le temps, il suit comment ça va au niveau de la mémoire. Donc, ça peut arriver une première année, on voit le médecin, on fait le test de MoCA ou le Folstein, puis on est juste sur limite, on suit ça. Un an plus tard, on refait le test, puis là, on voit qu'il y a vraiment une détérioration. On met ça dans une courbe, un peu comme en population là, chez les enfants pédiatriques. On suit les courbes de croissance de poids et de taille. On a le même genre de courbes présentes là, pour nous aider, qui sont disponibles pour suivre l'évolution des résultats. Les troubles cognitifs associés à la maladie de Parkinson sont différents de la maladie d'Alzheimer. Donc, oui, il peut y avoir des problèmes de mémoire récente, mais moins qu'avec la maladie d'Alzheimer. Ce qu'on va retrouver le plus fréquemment, c'est le manque d'attention et de concentration. Donc, la personne, elle va avoir plus de difficultés à suivre ce qu'on va raconter, euh, on lui dit quelque chose, elle s'en rappelle plus après quelques secondes. Elle arrive pour aller chercher un objet dans une pièce, elle se rappelle plus qu'est-ce qu'elle était venue faire là. Donc ça, c'est vraiment le manque d'attention. On va avoir également une atteinte ce qu'on appelle des fonctions exécutives. Donc, c'est plus difficile de s'organiser, planifier euh, des, euh, des activités, planifier les finances, planifier une recette. Donc, ça va être plus difficile.
Également, l'atteinte visuospatiale, ça, c'est interpréter l'environnement. Puis dans le test, je peux vous le montrer, là, dans le MoCA qu'on fait, c'est on demande aux patients de copier le cube, justement. Donc, c'est d'être capable là, de reproduire une image. Puis également, là, dessiner des horloges, là, ça peut également en faire partie. On peut avoir également un peu de moins de mémoire récente, mais c'est pas l'atteinte la plus importante dans la maladie de Parkinson avec les troubles cognitifs. Puis des fois, on peut aussi chercher un peu nos mots. Donc, maintenant qu'on fait un diagnostic de troubles cognitifs avec la maladie de Parkinson, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi les traitements? Ben, en fait, ça, je le dis, je le répète toujours à mes patients, il faut rester actif, c'est la base. En plus d'aider pour le côté moteur du Parkinson, ben, ça l'aide pour le cerveau. Donc, on reste actif socialement. On continue d'avoir des activités, voir des gens, participer à des rencontres, à des activités sociales. On bouge, donc il faut rester actif physiquement. Marche, natation, yoga, si on a l'équilibre, on peut danser, faire de la boxe aussi. Et finalement, rester actif mentalement. Notre cerveau, c'est comme un muscle, il faut l'entraîner. Donc, que ce soit de la lecture, si les romans, c'est trop difficile, ça peut être des revues, mais il faut rester actif. La lecture, jeux de société, jeux de cartes, mots croisés, sudoku, casse-tête. Donc, on pratique notre cerveau. L'autre chose on néglige souvent, c'est de bien contrôler les facteurs de risque vasculaire si on en a. C'est quoi ça? Ben, c'est pression artérielle, diabète, cholestérol. Si on fume, on cesse de fumer. Pourquoi c'est important de bien contrôler ça? C'est que ces facteurs-là vont venir toucher les vaisseaux sanguins dans le cerveau. Donc, en plus qu'on a déjà la maladie de Parkinson qui atteint notre cerveau, on ne veut pas en plus rajouter une atteinte vasculaire. C'est important, avec le médecin de famille, de bien contrôler les facteurs de risque vasculaire. Nous, en tant que médecin neurologue, on a parfois des ajustements de traitement à faire dans la médication de la maladie de Parkinson. Entre autres, ça peut arriver qu'il faille diminuer la L-DOPA, donc le lévocarb, ou l'entacapone, le content. Surtout si le patient présente beaucoup d'hallucinations de vision, on va avoir tendance à le réduire un petit peu. Il y a trois classes de médicaments qu'on va avoir tendance à réduire, voire même cesser quand les gens vont avoir des troubles cognitifs. Il y a entre autres la mentadine qui est donnée souvent là, pour de la dyskinésie. Il y a également les agonistes dopaminergiques, là, le fameux le pramipexole, Mirapex ou le timbre. Puis les inhibiteurs de la monoamine oxydase, la razagiline ou la sélégiline. Donc, on ne fait pas ça tout d'un coup, on y va souvent un à la suite de l'autre, on va les réduire, voire les cesser. Finalement, il y a également un traitement qui existe pour ralentir l'évolution. C'est les mêmes traitements qui sont offerts dans la maladie d'Alzheimer. On va les utiliser quelquefois chez certains patients qui ont la maladie de Parkinson. Celui qui a été le plus étudié, c'est le rivastigmine, le fameux Excelon qui est deux formes, patch et par la bouche. Le donepezil, qui s'appelle Aricept, il peut également être donné, mais il a été moins étudié là, dans les études. Donc, nous, on a tendance à plus privilégier là, le rivastigmine. Quand je dis chez certains patients, pourquoi? C'est que c'est pas pour tout le monde. C'est un médicament qui va avoir des effets secondaires qui vont venir s'accumuler à déjà des problèmes de santé qu'on peut avoir avec la maladie de Parkinson. Donc, ça peut faire des chutes de pression artérielle, ralentir la fréquence cardiaque. Donc, ces deux choses-là vont faire que quand on se lève debout, on est étourdi. Et souvent, déjà dans la maladie de Parkinson, il y a certains patients qui sont très étourdis, puis qui font des chutes de pression quand ils sont debout. Donc, c'est déjà le cas, on évite de donner le médicament. Même chose, si les gens ont déjà une perte de poids, des nausées, pas beaucoup d'appétit, le rivastigmine va venir augmenter ces problèmes-là. Donc, on évite de mettre de l'huile sur le feu. Comme je dis, c'est pas pour tout le monde, mais certains patients peuvent en bénéficier. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'effet de ralentissement de la maladie n'est pas est modeste, c'est pas magique. Ça ne fait pas revenir la mémoire comme avant, ça ne stoppe pas l'évolution, c'est juste que ça la ralentit un petit peu. Ça ralentit un peu les pertes de mémoire. Euh, deux dernières diapositives là, sur certains phénomènes qui peuvent survenir avec les troubles neurocognitifs majeurs. On appelle les SCPD.
les symptômes comportementaux et psychologiques de la démence. Donc, on n'utilise plus vraiment ce mot-là, mais malheureusement, l'acronyme est resté. Donc, c'est quoi les STPD? Ça va être des hallucinations de vision. Ça va être présent dans 25 à 65 des cas. Ça va être plus souvent visuel qu'auditif. Donc, les gens vont voir des bébites, des animaux, des personnes. Ça peut être aussi des illusions de vision. On voit un tas de linge dans un coin, une couverte noire, on va penser que c'est un animal, donc ça, c'est une illusion. On peut aussi avoir des délires, donc des fausses idées. C'est pas qu'on voit quelque chose, mais on a une idée en tête, elle est fausse. Donc, ça peut être de la paranoïa, on pense qu'on se fait voler, on pense que les gens nous en veulent. Présence fantôme, on pense qu'il y a quelqu'un dans la pièce, mais il n'y a personne. Ou identification erronée. Ça veut dire qu'on ne reconnaîtra pas la personne devant nous, que ce soit notre aidant naturel, notre conjoint, euh, notre famille, nos enfants. De façon assez fréquente, on va avoir de l'apathie. C'est quoi l'apathie? C'est en fait pas le goût de rien faire. C'est pas parce qu'on est déprimé, on a le moral qui est très bon, mais on manque d'input, si on veut, là, pour faire des activités. C'est assez fréquent, 24 à 50 du temps. Puis finalement, on a les troubles de l'humeur, donc anxiété, symptômes dépressifs, irritabilité peuvent être présents. Le traitement, en fait, la base, c'est, je voudrais l'approche non pharmacologique pour le traitement. Ça veut dire qu'on ne donne pas de pilule, on essaye de faire des interventions qui vont être ciblées. Fait que la première des choses, c'est de répondre aux besoins de base. Ça veut dire s'assurer que le patient, c'est pas parce qu'il a faim, pas parce qu'il a envie, c'est pas parce qu'il a besoin de bouger. Donc, on s'assure que les besoins de base sont comblés. On évite la confrontation directe. Donc, on ne s'acharne pas à dire non, l'hallucination n'est pas là, non, c'est pas vrai le délire. On essaye de faire plus de la distraction dans nos paroles ou de faire des activités de diversion. Puis, on peut aussi adapter l'environnement. On peut avoir besoin d'aide parce que ça peut être très épuisant pour les aidants naturels puis les membres de la famille. Donc, support des organismes communautaires, que ce soit du répit avec le CLSC ou d'autres organismes. Finalement, on peut avoir besoin d'antipsychotiques pour les hallucinations ou les délires qui sont très perturbants. Donc, c'est pas parce qu'on a une hallucination qu'on a besoin de médicaments. Il faut vraiment que ça vienne nous créer beaucoup d'anxiété et de détresse psychologique. Puis dans les antipsychotiques, on est malheureusement très limité. Le seul qui ne va pas détériorer le Parkinson, là, c'est pas mal le quétiapine, qu'on appelle également là, le Seroquel. Il y en existe un autre, mais il est plus difficile à introduire, là, c'est la clozaril. Puis finalement, il y a les antidépresseurs qui peuvent être donnés là, pour traiter les troubles de l'humeur, que ce soit de l'anxiété ou les symptômes dépressifs. Donc ça aussi, ça peut donner un bon coup de main. Alors, c'est terminé pour ma présentation. On est prête pour la période de questions. Merci beaucoup, Geneviève. C'était très clair. Merci. Oui, maintenant, on va passer à la période de questions. Peut-être tu pourras enlever ton partage, comme ça, on Oui. sera en plus grand écran pour les participants. Alors, on a reçu pas mal de questions lors de l'inscription notamment. Je vais commencer tout de suite avec est-ce que est-ce parce que nous avons le Parkinson que nous aurons nécessairement des troubles cognitifs? Et si oui, ce serait quoi les moyens pour les retarder le plus possible? Mhm. Donc, oui, j'ai déjà fait référence dans ma présentation un peu plus tôt, mais c'est bien de répéter. Alors, malheureusement, les troubles cognitifs sont assez fréquents dans la maladie de Parkinson, mais sont tardifs. Donc, c'est pas immédiat. Comme je vous ai parlé tantôt, là, c'est un patient sur deux à 15 ans qui a des troubles cognitifs majeurs. Il y en a un sur trois là, qui va avoir des troubles cognitifs légers, donc aucun impact fonctionnel. C'est quand même un patient sur deux qui va avoir un impact fonctionnel dans son autonomie quotidienne. Euh, Malheureusement, comme je dis, il n'y a pas de pilule miracle pour stopper ça, prévenir. Il existe des médicaments qui peuvent ralentir. C'est pas pour tout le monde. Mais vraiment, vraiment, c'est la base pour rester actif physiquement, intellectuellement. Puis ça, on voit une grosse différence là, dans l'évolution des patients quand ils restent actifs physiquement, intellectuellement et mentalement. Et quelles vont être les premières manifestations des pertes cognitives?
Donc, comme mentionné un petit peu plus tôt, c'est pas tant les pertes de mémoire récente, on peut en avoir, mais ça va être surtout le manque d'attention puis de concentration, puis la difficulté à s'organiser. Fait que souvent, moi, ce que je vois puis que je questionne en premier, c'est la personne n'est plus au travail, parce que ces deux choses-là sont vraiment importantes au travail. Donc, si la personne est encore au travail, ça va se savoir très, très vite. Si la personne n'est plus au travail, souvent la première chose qui va être difficile, ça va être la gestion financière. Alors, je demande aux patients comment ça va gérer les finances, payer les comptes. Exemple, quelqu'un qui a été comptable toute sa vie, qui préparait les impôts, là, puis ça commence à être difficile. Donc, ça va souvent être là qu'on va avoir un petit début qu'on va voir qu'il y a une petite atteinte de l'autonomie. Euh, Puis après ça progresse, mais c'est vraiment c'est pas comme la maladie d'Alzheimer, là, qu'on on reconnaît plus les gens, on oublie tout. C'est vraiment plus la difficulté à s'organiser et planifier. Ok, et si, parce que là je vais rester un peu dans la thématique des pertes de mémoire, si une personne a des pertes, elle commence à avoir des pertes de mémoire, est-ce que ça veut dire nécessairement qu'elle va faire de la démence plus tard? Pas nécessairement. Donc, elle pourrait rester avec des troubles cognitifs légers pendant longtemps. C'est très difficile de prédire l'évolution des troubles cognitifs. C'est quand même un facteur de risque. On prend un patient qui a une maladie de Parkinson, qui n'a aucun trouble cognitif, versus quelqu'un qui a déjà un petit quelque chose, il y a quand même plus de chances éventuellement d'avoir des troubles cognitifs majeurs. Ceci étant dit, c'est pas une évolution linéaire, donc ça pourrait être, ça reste stable pendant plusieurs années, puis à un moment donné, ça progresse. C'est, c'est, c'est difficile à prédire. Mhm. Mais s'il y a déjà un petit quelque chose, ça pourrait éventuellement progresser vers quelque chose de plus majeur. Et est-ce qu'il y a moyen d'arrêter la progression ou de la freiner? Est-ce que l'activité physique, l'alimentation, justement, ça peut être des éléments qui vont faire en sorte que ça freinerait la perte de mémoire? Donc, l'activité physique, clairement, ça oui. Dans Puis aussi rester actif là, socialement, mentalement, comme j'ai Ouais. mentionné. Dans la nourriture, il n'y a pas rien qui est éprouvé efficace de dire si je mange telle chose, j'aurai pas de trouble cognitif. Si je prends telle vitamine, j'aurai pas de trouble cognitif. Mais c'est important de bien manger. Pourquoi? Ben, c'est que ça nourrit bien notre cerveau, mais aussi ça permet de bien contrôler les facteurs de risque vasculaire. Donc, quelqu'un qui a déjà du diabète, du cholestérol, s'il mange de la malbouffe, moins de chances que tous ces facteurs de risque-là vasculaires soient bien contrôlés. Donc, c'est important de bien manger. Souvent, tu sais, la diète méditerranéenne, on en parle, donc beaucoup de fruits et légumes, euh, tu sais, des poissons. Donc, on essaye de varier l'alimentation, mais il n'y a pas rien en particulier qui a été prouvé efficace, malheureusement. On a aussi des questions un petit peu plus sur la cause. La première, c'est comment on peut savoir si le problème provient de la maladie ou si elle provient des médicaments? C'est une très bonne question, puis c'est pour ça que quand on a des troubles cognitifs, on en parle à notre médecin. Parce que des fois, on pourrait penser qu'un médicament n'a pas d'impact, mais nous, en tant que médecin, on le sait. Fait qu'on regarde la liste, on dit, ça, je pense qu'il faut que ça soit modifié. J'en ai parlé tantôt, les médicaments somnifères, les médicaments antinauséeux, tu sais, on prend ça en vente libre, mais ils ont des effets importants qu'on appelle anticholinergiques qui vont avoir un impact sur notre cerveau. Donc, c'est sûr que nous, en tant qu'un patient, c'est difficile pour lui de le savoir, mais c'est important qu'il en parle à son médecin. Puis nous, on est habilité à faire le tour de la liste de médicaments. Puis c'est la première étape quand un patient vient me voir puis il me parle de problèmes de mémoire. Euh, Si une personne elle mentionne qu'elle a 80 ans, comment est-ce qu'elle peut prévenir les troubles cognitifs et justement aussi savoir reconnaître si c'est lié à son âge ou si c'est lié au Parkinson? Euh, et je dirais, c'est un mix de plusieurs choses. Pourquoi? Parce que, comme j'ai mentionné dans au début là, de la présentation, 80 ans et plus, c'est une personne sur trois qui a des problèmes de mémoire. Puis on le sait que plus on avance en âge, plus c'est un mix de plusieurs choses qui vont venir toucher la mémoire. Donc, quand les cerveaux sont analysés en pathologie, on se rend compte souvent que plus on avance en âge,
c'est pas juste de l'Alzheimer avec le problème, c'est qu'il y a aussi une petite atteinte vasculaire. Donc, probablement qu'avec la maladie de Parkinson, avec l'âge, ça se pourrait qu'il y ait aussi une petite composante d'atteinte vasculaire, pas juste la maladie de Parkinson elle-même. Donc, on parle d'atteinte mixte à ce moment-là. Plus de chances que ça arrive, plus on avance en âge, oui. Quel va être l'impact d'une consommation légère, modérée d'alcool sur l'apparition des troubles cognitifs? Est-ce que comme prévention, il faudrait vraiment arrêter sa consommation complètement? Et est-ce qu'il y a d'autres aliments à éviter ou encourager? Et la personne parle du café aussi, s'il y a quelque chose de particulier sur ça. Donc, première partie de la question, l'alcool. L'alcool, c'est neurotoxique. Donc, si on a déjà des troubles cognitifs, j'encourage les gens à cesser la consommation d'alcool puis d'en prendre de façon occasionnelle. Peu. Si on n'a pas de troubles cognitifs, c'est pas ça nécessairement qui va en entraîner quand on en prend de façon occasionnelle. Quand on en prend quotidiennement, par exemple, oui, ça peut avoir un impact sur la cognition. Euh, c'est difficile de dire quelle quantité. Euh, en plus, une nouvelle recommandation suggère de réduire, là, c'est même rendu là, moins de 7 par semaine. Donc, c'est moins de un verre par jour. Donc, souvent, moi, j'aime bien dire aux patients, prenez-en, mais pas tous les jours. La Euh, partie oui. aliments, maintenant, oui. Donc, comme j'ai mentionné plus tôt, il n'y a pas un aliment ou une vitamine en particulier qui a été montré efficace. Dans les études de facteurs de risque de Parkinson, il avait parlé du café, que ça semblait protecteur pour le développement de la maladie de Parkinson. Ça n'a pas d'effet protecteur, par exemple, par rapport aux troubles cognitifs. Donc, mais pour la maladie de Parkinson, quand on parle de facteurs environnementaux, la prise de café semblait protectrice pour éviter de développer la maladie de Parkinson. Puis on a une question, est-ce que l'anxiété peut mener aux troubles cognitifs? Ça ne va pas attaquer les cellules du cerveau, donc de créer la pathologie de troubles cognitifs, mais ça peut clairement avoir un impact quand on évalue les patients. Donc, un peu comme un étudiant avec le syndrome de la page blanche, il a bien étudié la veille, il arrive pour faire son test. C'est difficile parce qu'il a de la difficulté à avoir accès à son information, il est trop stressé. Donc, c'est la même chose pour un patient très anxieux devant nous quand il fait les troubles cognitifs. On le sait qu'il pourrait, étant donné qu'il est plus anxieux, avoir un résultat plus bas. Ça aussi, on le prend en considération. Mais l'anxiété elle-même ne va pas créer de troubles cognitifs. On Même titre avait... que, Oui, oui, oui. la dépression, je m'excuse, j'ai coupé. La dépression ne va pas créer des troubles cognitifs, ne va pas entraîner de pathologie de troubles cognitifs, mais ça peut mimer. C'est quelqu'un qui n'a plus le goût de rien faire, qui ne veut pas se concentrer, donc il va moins bien performer là encore dans les tests. Oui. On a aussi notre question par rapport à la présentation. Quand vous parlez de prévalence de TNC, un nombre X d'années après le début de la maladie, est-ce qu'on parle du nombre d'années après le diagnostic de la maladie ou le nombre d'années après le début réel de la maladie? On sait que la maladie de Parkinson est souvent diagnostiquée plusieurs années après le début réel de la maladie. Mhm. Dans les études, ça semblait être par rapport au diagnostic. Donc, ce qu'on voit souvent, les gens, ça peut faire entre 1 et 3 ans qui ont la maladie, des symptômes quand on fait les diagnostics. Mais dans les études, c'était par rapport au moment du diagnostic. Fait que les chiffres que je vous ai rapportés, on peut peut-être mettre 1, 2 ans de plus, là, si on part par rapport au début des symptômes. Ensuite, on a des questions qui sont aussi reliées avec l'entourage ou le fait de vivre seul. On a une question, je vis seule et suis atteinte de Parkinson. Comment je vais faire pour savoir si j'ai des troubles cognitifs assez importants et pour en alerter mes proches? C'est une bonne question. Souvent, quand on a un doute, on peut en parler autour de soi. Donc, on peut en parler avec la famille, voir est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Est-ce que vous trouvez que j'ai moins de mémoire? Fait que ça peut être
d'avoir leur avis, donc avoir l'avis de notre entourage. Ensuite, pour vraiment venir objectiver puis voir à quel degré, c'est vraiment d'en parler avec le médecin. Puis après ça, on fait les tests cognitifs comme ceux que je vous ai montrés. Dépendamment des résultats, ben, on peut dire au patient, mais écoutez, ça fait partie du vieillissement normal, donc c'est rassurant, versus, oups, ben là, d'habitude, à votre âge, votre niveau de scolarité, on devrait avoir tel résultat. Donc, probablement qu'il y a un petit début de trouble neurocognitif léger. Mais c'est de poser les questions autour de soi puis d'en parler, donc avec l'entourage et le médecin. Parfait. On a aussi beaucoup de questions qui arrivent dans le chat, mais on va vraiment répondre aux questions qui sont en lien avec les troubles cognitifs. Donc, c'est vraiment si vous avez des questions sur le sujet. Une autre question, au regard des troubles cognitifs, à quel moment une personne atteinte du Parkinson n'est plus en mesure de vivre seule si elle n'a pas de proche aidant? Quand et comment prévoir cette situation? Ça revient un petit peu, enfin, il y a du lien aussi avec la question juste avant. Donc, de déterminer quand la personne ne peut plus vivre seule, en fait, souvent, c'est de voir son profil d'autonomie. Parce que quelqu'un qui vit seul va devoir être relocalisé plus rapidement parce qu'il n'y aura pas l'entourage, l'aide pour s'occuper de lui aussi bien que si un proche aidant. Donc, quand les gens ont une perte d'autonomie dans les activités de la vie domestique. Domestique, ça veut dire c'est quoi? Ben, c'est l'entretien de la maison, la préparation des repas, la gestion financière, des choses comme ça. Ça, il peut avoir de l'aide plus facilement de la part du CLSC. Donc, souvent, la travailleuse sociale va être impliquée. Donc, que ce soit avec la popote roulante, que ce soit avec de l'aide au bain, si on a des limitations physiques avec des difficultés, ou même pour l'entretien ménager. Euh, c'est toujours évalué aussi avec le degré de dangerosité. Tu sais, si la personne, elle oublie le rond, euh, c'est dangereux pour sa vie, tout traîne chez elle, elle s'alimente plus bien, elle accepte, parce que ça peut arriver aussi, des fois, les gens ne vont pas accepter l'aide du CLSC. Là, c'est plus difficile. Donc, souvent, ils ont besoin d'être relocalisés. Des fois, même contre leur gré, il faut faire des démarches pour ça parce que des fois, ils n'acceptent pas. Mais le but premier, c'est de garder les gens le plus longtemps possible à la maison, d'où le soutien à domicile, les travailleurs sociaux qui sont là pour accompagner les gens. Donc, c'est vraiment, c'est que oui, le médecin neurologue va poser des questions, mais cette partie-là, très sociale, très perte d'autonomie, c'est beaucoup, beaucoup la travailleuse sociale puis c'est laissé qui aide. Est-ce que les troubles cognitifs peuvent prendre la forme de délire et comment se comporter face à un proche qui a sa vérité, entre guillemets, et qui est convaincu qu'on est contre lui et qui va adopter une attitude agressive envers nous? Donc, c'est ce qu'on appelle tantôt là, les syndromes, les symptômes là, psychologiques et comportementaux associés aux troubles cognitifs, le SCPD. Donc, malheureusement, heureusement, ça n'arrive pas si souvent que ça. Quand ça arrive, c'est vrai que ça peut être dramatique pour l'entourage. Vraiment, l'approche, c'est d'éviter la confrontation. Donc, on n'essaye pas de lui rentrer. On peut lui dire, bon, exemple, un délire de paranoïa, de vol. Ça sert à rien de juste s'acharner à lui dire qu'il s'est pas fait voler et tout ça. On peut le mentionner, mais c'est un peu comme un jeune enfant. À peu près, après ça, il faut distraire. Fait qu'il faut changer de sujet, changer d'activité. On n'est vraiment pas dans la confrontation. Il y a quand même beaucoup de littérature. C'est disponible aussi sur Internet. Ça s'appelle vraiment l'approche non pharmacologique là, pour les SCPD. Donc, c'est vraiment les interventions auprès des patients. Il y a quand même beaucoup de littérature. En soi, c'est un cours qui peut prendre plusieurs heures, là, donc, je vous encourage à lire peut-être un petit peu là, sur Internet sur ça. Est-ce que les tests pour déceler les troubles cognitifs sont disponibles en ligne ou doit-on obligatoirement passer par un médecin généraliste ou un neurologue?
Donc, oui, vous pouvez imprimer la feuille, mais elle n'aura pas la même validité. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'on demande aux patients de se rappeler. Donc, si vous voyez la feuille puis vous l'administrez vous-même, ça ne sera pas autant valide. En fait, ça ne sera pas valide tout court. Pour répondre à la question, est-ce que c'est juste un neurologue, un médecin de famille? Non. Il y a également des infirmières qui sont formées pour ça. Puis là, la plupart des unités et des groupes de médecins de famille, les GMF, c'est même, c'est pas le médecin omnipraticien qui administre le test, c'est même souvent l'infirmière. Euh, donc, c'est pas le patient qui se l'auto-administre, c'est vraiment un professionnel de la santé, mais ça peut être aussi une infirmière. Oui. Vous parlez beaucoup de... bah là, cette question, bah, elle revient à ce qu'on a mentionné au début, mais je vais quand même la poser. Je pense que c'est important parce qu'elle est arrivée il n'y a pas longtemps. Vous parlez beaucoup de perte de mémoire comme un signe de début de troubles cognitifs. J'ai 72 ans et toutes les personnes que je connais ont des problèmes de mémoire. Sommes-nous tous en début de troubles cognitifs? Donc, non, je vous rassure, effectivement, c'est pas tout le monde, c'est normal en vieillissant. Ça revient à ma diapo là, quasiment du début. Là, c'est normal en vieillissant. On a des oublis. La mémoire récente est moins bonne. On est moins attentif. C'est plus difficile de s'organiser. On est sur la pente descendante en vieillissant. Mhm. Donc, ça, c'est sûr. Là, après, les gens peuvent, ça peut être un peu plus apparent s'ils ont moins de réserves cognitives. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a moins pris soin de lui dans sa vie, qui a moins de scolarité. Les troubles cognitifs peuvent être évidents plus rapidement versus quelqu'un qui a été longtemps à l'école, qui a une bonne réserve cognitive, ben, les troubles cognitifs vont prendre plus de temps avant d'apparaître. Donc, encore une fois, pour faire la différence entre est-ce que c'est des troubles vraiment qui sont pathologiques, là, il y a vraiment quelque chose qui est en installation, c'est vraiment d'en parler avec votre médecin de famille. Parce que lui, avec ses tests de dépistage, il va être capable de dire, ben, pour l'âge, pour la scolarité, c'est normal. Versus, oups, on s'attendrait que ça soit un petit peu mieux, donc on est dans le trouble neurocognitif léger. Encore une fois, c'est d'en parler avec Mhm. votre médecin qui va être capable de différencier entre les deux. Quelle est la différence entre un trouble neurologique fonctionnel, le Parkinson et ses troubles cognitifs? Donc, un trouble neurofonctionnel, c'est bien Ouais. ça? Donc, ben on n'est vraiment pas dans la même chose, là. Un trouble neurofonctionnel, c'est vraiment pas la maladie de Parkinson. Puis c'est pas non plus un trouble neurocognitif, là. C'est autre chose. Ouais, c'est vrai. Donc, oui. Est-ce que l'ergothérapie, l'orthophonie peuvent aider aux troubles cognitifs? Et quelle serait la meilleure approche? L'orthophoniste est là pour beaucoup évaluer le langage. Donc, ou des fois, ça peut être également en combinaison avec la nutritionniste pour évaluer la capacité d'avaler, donc de déglutition. On peut en avoir avec la maladie de Parkinson à un certain stade avancé. Fait que l'orthophoniste, les nutritionnistes, on va les impliquer plus souvent quand les gens vont nous parler de problèmes de déglutition. Euh, il y a quelques exercices aussi qui peuvent être donnés par l'orthophoniste pour les gens qui vont avoir de la difficulté avec le timbre de la voix, qui vont avoir tendance à parler pas fort. Mais il y a des exercices qui peuvent être donnés pour aider à projeter un peu plus fort là, la voix. Donc ça leur a pas tant, ils vont pas tant être là dans les troubles neurocognitifs. L'ergothérapeute est vraiment, je l'avais pas, je l'avais écrit sur ma diapo, mais je l'avais pas, je l'ai pas mentionné, mais elle est vraiment importante. Elle peut venir nous aider beaucoup dans l'évaluation cognitive. Donc, elle aussi, elle va être tout à fait outillée pour faire passer le Folstein, le MMSE et le MoCA. Donc, ils sont capables de faire ces tests-là. Et ils vont aussi nous aider dans l'évaluation fonctionnelle du patient dans la vie de tous les jours. Fait que souvent, ils vont même aller à la maison, voir ça ressemble à quoi, qu'est-ce que le patient est capable de faire de lui-même. Fait qu'ils peuvent faire préparer une petite recette, ils peuvent demander au patient, bon, montrez-moi comment vous feriez pour payer un compte, donc tu sais, remplir un chèque. Fait qu'ils sont beaucoup là pour nous aider si on a des doutes
sur la capacité d'autonomie du patient à la maison. Donc, ils font des évaluations fonctionnelles de l'autonomie. Fait que oui, ils sont utiles. Malheureusement, c'est plus l'accessibilité qui peut être limitée en termes de disponibilité, mais c'est des professionnels très importants. Quels sont les traitements contre les hallucinations? Je, Première des choses, c'est que je questionne le patient sur à quel point ça le dérange. Donc, de voir quelqu'un qui est assis à côté de lui, de voir un petit enfant, il peut lui parler, ça va, il ne se sent pas menacé, ça le perturbe pas, je ne donne pas de traitement. Là où on va commencer un traitement antipsychotique, c'est quand ça devient menaçant, que le patient a de la détresse. Et là, on parle d'antipsychotique, ça va être principalement le quétiapine, qu'on appelle aussi Seroquel. Puis avec petite dose, en augmentant graduellement selon la réponse. C'est un des seuls qu'on peut donner parce que toutes les autres antipsychotiques qui existent vont donner des effets secondaires importants au niveau du parkinsonisme, donc grosse augmentation de la rigidité, gros problème de démarche. Fait que les autres antipsychotiques ne sont pas utilisés. Est-ce qu'un manque de tonus dans les jambes, jambes molles, peut-il être un précurseur d'un éventuel trouble cognitif? Euh, non. Souvent, si on a les jambes molles, j'imagine si on parle c'est plus dans une situation qu'on est debout. C'est souvent plus un signe de chute de pression artérielle, donc l'hypotension. Euh, c'est sûr et certain que dans la littérature, tu sais, j'ai dit qu'il n'y avait pas de lien, mais dans la littérature, on sait que les gens qui ont, je vous ai parlé des facteurs de risque d'avoir des troubles cognitifs, les gens qui ont des symptômes moteurs très sévères, qui font aussi de l'hypotension vraiment très sévère, ils ont plus de chances d'avoir des troubles neurocognitifs. Donc, c'est peut-être là que je pourrais voir le lien. Mais jambes molles, debout, ça me fait penser à la chute de pression artérielle. Donc, la meilleure façon de le savoir, c'est de prendre la pression quand on est assis et reprendre la pression quand on est debout, puis de voir s'il y a une baisse du chiffre, là. Fait que ça peut expliquer les jambes molles. Est-ce qu'on peut considérer la stimulation électrique profonde, même si la personne a déjà des pertes de mémoire? Donc, ce traitement de thérapie avancée de la maladie de Parkinson, euh, on évite complètement. Donc, quand les gens ont déjà d'importants problèmes cognitifs, même en fait, ça peut être assez léger, les troubles cognitifs, là, puis ils vont éviter de donner la thérapie avancée aux patients. Pourquoi? Parce que ça peut augmenter les troubles cognitifs. Donc, souvent, quand ils font l'évaluation dans les centres tertiaires pour ce genre de thérapie-là, ils font même évaluer le patient de façon beaucoup plus poussée avec une évaluation neuropsychologique. Donc, c'est c'est des évaluations qui durent des heures, là. C'est pas juste le petit test de mon cas que je vous ai parlé. Donc, la réponse courte, c'est on peut pas. Parfois, il y a des personnes qui ont l'impression que les troubles cognitifs, c'est vraiment, on associe ça tout de suite à Alzheimer. Justement, il y a une personne qui se demande quelles sont les différences avec la maladie d'Alzheimer. Euh, c'est quoi la différence d'avoir des troubles cognitifs au sein de la maladie de Parkinson? Mhm. Donc, la maladie d'Alzheimer, c'est autre chose. Point de vue, là, quand on regarde du mécanisme sous-jacent de la maladie, c'est vraiment l'amyloïde qui se dépose dans le cerveau, dans des zones qui initialement vont être beaucoup plus dans la zone de mémoire récente. Donc, c'est vraiment là que ça va être touché rapidement, mémoire récente. Versus maladie de Parkinson, c'est pas la même pathologie, donc le mécanisme d'action. C'est l'alpha-synucléine là, qui s'accumule dans le cerveau. Puis, c'est pas au début dans la zone de mémoire que ça va s'accumuler, ça va être dans d'autres zones. C'est pour ça que je dis que ça touche beaucoup plus l'attention, la concentration, la capacité de s'organiser, planifier. Ça peut toucher un peu la mémoire récente, mais moindre qu'avec la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est rare qu'une personne qui a une maladie
de Parkinson avec troubles cognitifs, c'est rare qu'à la fin, il ne va pas reconnaître son entourage. Souvent, ils vont être encore capables de reconnaître son entourage, encore capables d'avoir une certaine mémoire. Versus avec la maladie d'Alzheimer, ceci va disparaître beaucoup plus rapidement. Est-ce qu'il y a des exercices particuliers à faire pour retarder les troubles cognitifs comme les mots croisés, les sudoku? Oui, tout à fait. Donc, toute activité qui stimule le cerveau là, est bonne. Comme j'ai mentionné tantôt, ça peut être des jeux de société, des jeux de cartes. Euh, il y a aussi des applications là, qui existent sur des tablettes ou des téléphones intelligents là, pour stimuler la mémoire. Mais juste tout à fait, mots croisés, sudoku, là, c'est excellent. Casse-tête. Hmm. Donc, toutes ces choses, oui. Parfois, mon conjoint ne me reconnaît pas, c'est-à-dire qu'il me reconnaît physiquement, mais ne croit pas que ce soit réellement moi. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la progression de la maladie? Ça peut durer une couple de jours et cela arrive une à deux fois par mois depuis cet hiver. Donc, probablement que les troubles cognitifs sont. Quand on voit ça, c'est que les troubles cognitifs sont majeurs, donc c'est pas juste léger, puis c'est un peu plus avancé. Donc, il y a des moments qu'on ne reconnaît plus la personne autour de nous qui est proche, pourtant, puis qu'on voit souvent, ça veut dire que le trouble cognitif est plus important. On peut avoir des fluctuations, effectivement, d'une journée à l'autre. Donc, il s'agit qu'on ait moins bien dormi, qu'on soit plus fatigué, ça peut avoir un impact direct sur la journée elle-même. Puis, si on voit que ça, qu'à un moment donné, ça devient vraiment beaucoup plus sévère rapidement, il n'y a pas de retour, ça peut être aussi des fois autre chose. Je vous ai parlé, là, diabète débalancé, ça peut être des infections urinaires. Fait que des fois, quand on voit que ça apparaît tout d'un coup, ça peut être aussi un délirium causé par d'autres choses. Donc, ça aussi, on peut à ce moment-là consulter là, pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres maladies sous-jacentes ou d'autres causes sous-jacentes à ça. Mais on peut, sans qu'il y ait d'autres maladies sous-jacentes, on peut avoir des fluctuations cognitives d'une journée à l'autre quand on a une maladie, des troubles cognitifs plus avancés. Mon conjoint, qui a comme principal symptôme des pertes cognitives, a subi une perte très rapide ces derniers mois. J'ai l'impression que les symptômes se développent de façon exponentielle. Ai-je raison? Et à quoi s'attendre dans les mois à venir? Donc, dans le fond, est-ce que avoir ce symptôme-là, c'est exponentiel et ça s'accélère rapidement? Euh, les pertes cognitives, c'est jamais un déclin linéaire parfait. Ça peut aller des fois en escalier, donc une détérioration plus subite. Après ça, ça stagne un peu. Euh, je dirais que si c'est vraiment important, comme je dis, il faut éliminer d'autres choses parce que des fois, il y a des médicaments, des fois, il y a d'autres maladies qui peuvent donner des déclins très, très rapides. Quand je vois vraiment une détérioration très, très importante, ça m'arrive aussi de réimager le cerveau des patients, de m'assurer qu'il n'y ait pas autre chose en dessous de ça, comme un petit AVC silencieux. Donc, je dirais que ça dépend de quelle vitesse ça décline, mais comme mentionné initialement, c'est jamais une détérioration linéaire, c'est souvent irrégulier. Ouais. Puis Si une pour le personne... futur, Oui, oui, je vais non, juste terminer. vas-y. Pour le futur, c'est très difficile, mais j'imagine que actuellement, être là, ça veut dire qu'il y a déjà un trouble cognitif majeur quand même assez avancé. Euh, donc, probablement que la perte d'autonomie va juste progresser plus rapidement dans les prochains mois, prochaines années. C'est toujours difficile à prédire là, parce qu'on ne connaît pas les patients, mais des fois, il faut prévoir plus d'aide. Si une personne a des troubles du sommeil et qu'elle prend un médicament pour dormir, est-ce que ça peut amener plus rapidement aux problèmes cognitifs? Ça va avoir un impact, les somnifères ont un impact certain sur la cognition. Donc, peu importe la molécule utilisée, euh, le patient. Fait que dans un monde idéal, c'est d'essayer d'éviter là, les somnifères ou les utiliser seulement au besoin.
on peut pas faire un arrêt brusque, faut toujours faire un sevrage, mais les benzodiazépines sont habituellement à éviter quand on a des troubles cognitifs. Oui. Puis, on a une dernière question qui est en lien avec les troubles cognitifs. À quel stade de la maladie peuvent débuter ce symptôme? C'est difficile à dire quel stade, là, tu sais, 1, 2, 3, 4, 5. Hmm. Ben, souvent, c'est pas dans les débuts. Donc, tu sais, stade 1, stade 2 de la maladie, euh, on n'a souvent pas de troubles cognitifs. Ça va apparaître peut-être un petit peu plus tard, stade 3, 4, 5 des fois. Euh, tu sais, les stades sont beaucoup en lien avec, le- entre autres, l'examen physique du patient, là. Donc, tu sais, dès que les gens ont des pertes d'instabilité posturale, des pertes d'équilibre. Souvent, tu sais, on les met stade 3 les patients, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont des troubles cognitifs. Fait que c'est dur pour moi de répondre, ça apparaît à tel stade, mais habituellement, stade 1 et 2 on n'a pas de troubles cognitifs. Merci beaucoup. On va clôturer le webinaire ici. Si on n'a pas répondu à vos questions, c'est soit c'est généralement parce que c'est pas lié directement aux troubles cognitifs ou alors c'était déjà répondu dans la présentation. Merci beaucoup, docteur Ricard, pour ces éclaircissements puis pour toutes ces réponses à ces questions parce que j'ai vraiment, il y avait énormément de questions donc on a essayé de vraiment couvrir un maximum de choses. Et puis, merci aussi à vous, les participants, d'avoir posé vos questions puis d'avoir été présents. Alors, on espère que cette rencontre et ce webinaire va vraiment vous permettre de mieux comprendre les troubles cognitifs et que les questions qui ont été posées, c'est aussi des questions que vous vous posez. Alors, vous recevrez dans quelques instants un courriel avec un questionnaire de satisfaction. N'hésitez pas à donner votre avis, ça nous aide toujours pour les autres webinaires. Donc, d'ici là, prenez soin de vous et puis au plaisir de se retrouver dans notre prochain webinaire. Bonne soirée à tous. Merci. Au revoir.